Bienvenue à tous. Et si les réponses aux plus grandes questions qu'on se pose sur nous-mêmes, sur la réalité, si ces réponses ne se trouvaient pas seulement dans la science, mais aussi peut-être dans des outils millénaires et même dans des technologies qui émergent aujourd'hui. C'est ce chemin un peu fou, ce chemin fascinant qu'on va explorer ensemble. Un voyage au cœur même de la conscience. Alors, pour ce voyage, on va suivre une sorte de carte en 6 étapes. On va commencer par oser regarder au-delà du visible. Ensuite, on plongera dans les mondes intérieurs. On apprendra à décoder le langage des symboles, puis à harmoniser notre propre énergie. Et enfin, on abordera 2 points cruciaux, la protection, le discernement et notre reflet dans le miroir de la technologie. C'est parti. Bon, souvent, le point de départ de ce genre de quête, c'est une fissure. Une fissure dans le quotidien. Un truc inattendu qui vient complètement ébranler nos certitudes et qui nous fait nous dire « Attends, et si la réalité matérielle, ce n'était qu'une toute petite partie de l'histoire ?» Pour illustrer ça, rien de mieux que l'histoire de Mathieu Monade. Il faut bien s'imaginer le personnage. Un docteur en sciences, un esprit hyper carré, forgé par la rigueur de la recherche. Pour lui, chaque fait doit être prouvé, chaque source doit être vérifiée. Point. Il se décrivait lui-même comme étant à l'opposé, mais alors aux antipodes de toute forme de spiritualité. Et pourtant. Et puis voilà, l'inexplicable frappe à sa porte. Dans un état de demi-sommeil, son grand-père, qui est décédé, lui transmet un message très précis pour sa mère. Bon, lui, hyper sceptique, il le raconte à sa mère en disant « j'ai fait un rêve bizarre ». Sauf que là, sa mère fond en larmes et lui confirme l'authenticité du message, une info vérifiée par une autre personne. Là, pour lui, c'est le choc, total. Tout son cadre de pensée cartésien y vole en éclats. Comment une info qu'il ne connaissait absolument pas a-t-elle pu lui arriver et se révéler juste ? Cette expérience, forcément, ça l'a poussé à explorer d'autres pistes. Et il est tombé sur un concept fondamental qu'on retrouve dans plein de traditions, celui de l'être multidimensionnel. L'idée, c'est qu'on ne serait pas juste un corps de chair et de sang, non, on serait un ensemble de couches d'énergie interconnectées, du plus dense, le physique, au plus subtil. Et c'est ce changement de regard qui d'un coup offre un nouveau cadre pour essayer de comprendre des phénomènes qui sinon sont juste inexplicables. Une fois que cette porte est ouverte, que le doute est installé, le chercheur il a besoin d'outils. C'est un peu comme un explorateur qui découvre un nouveau continent. Il lui faut des cartes, des boussoles, des outils pour naviguer dans ces territoires inconnus de la conscience. L'un des premiers outils que Monade découvre, c'est l'hypnose régressive. C'est une technique qui a été popularisée par des pionnières comme Dolores Cannon. L'idée, c'est de guider une personne dans un état de conscience modifié très profond pour aller explorer des souvenirs. Parfois, ces souvenirs sont vus comme des mémoires de vie antérieure. Le but, c'est de trouver la racine de certains blocages ou de certaines questions qu'on a aujourd'hui. Qu'on y voit des souvenirs réels ou des métaphores hyper puissantes, au fond, l'objectif reste le même, trouver les réponses à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment intéressant de voir la distinction entre 2 grandes approches. L'hypnose régressive, c'est un voyage introspectif. Une plongée, vraiment dans les archives de sa propre âme, de sa propre conscience. Le voyage astral, en revanche, c'est plutôt une exploration. C'est une sortie consciente, active du corps physique pour aller visiter d'autres plans, d'autres dimensions. En gros, l'une regardant dedans, l'autre regarde au dehors, mais dans les mondes subtils. Pour que ce concept de voyage astral soit un peu moins abstrait, il existe des techniques. Une des plus connues, c'est la méthode de la corde. C'est simple, en théorie. D'abord, on atteint un état de relaxation hyper profond, sans s'endormir. Ensuite, on visualise une corde juste au-dessus de soi qui monte vers le plafond. Puis, on imagine qu'on commence à grimper à cette corde, mais avec ses mains énergétiques, passer vraiment. Et tout l'enjeu, c'est de se concentrer sur cette sensation de traction, de grimpette, pour essayer de provoquer en douceur la séparation entre le corps astral et le corps physique. Explorer, c'est une chose. Mais comment on interprète ce qu'on découvre ? Comment on met du sens sur ces expériences ? Le chercheur, il a aussi besoin d'un langage. Un système de symboles pour décoder son propre voyage intérieur. Prenons le tarot de Marseille par exemple. C'est un cas d'école. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a rien à voir avec l'Égypte ancienne. À l'origine, au XVe siècle, c'était juste un jeu de cartes pour les nobles en Italie. C'est bien plus tard que les occultistes l'ont réinterprété comme un livre de sagesse, un outil ésotérique. Et encore plus tard, le fameux psychologue Carl Jung y a vu une sorte de carte de nos archétypes, de notre inconscient collectif. C'est fou de voir comment un simple jeu de cartes a pu devenir un miroir aussi profond de nos quêtes intérieures. Le cœur du tarot, ce sont les 22 arcanes majeures. Et en fait, ces 22 cartes, elles racontent une histoire universelle qu'on appelle le voyage du fou. C'est un peu le parcours de vie de chacun d'entre nous. Ça commence avec le battleur, le début, le potentiel infini. Ça passe par les hauts et les bas des cycles de la vie, avec la roue de fortune. Ça nous confronte à la transformation, à la fin de quelque chose, avec l'arcane sans nom, pour finalement arriver à l'accomplissement, à l'unité avec le monde.
C'est une véritable feuille de route symbolique. Ok, donc on a exploré, on a interprété, maintenant vient le temps de la pratique. Comment on peut agir concrètement sur son état intérieur? Comment on peut, au quotidien, équilibrer et harmoniser sa propre énergie? Une piste intéressante, c'est la chromothérapie. Le principe de base, c'est que chaque couleur est une énergie, une vibration, qui peut influencer notre corps et notre esprit. Et cette idée, qui peut paraître un peu perchée, elle trouve un écho dans la science. On parle de photobiomodulation, par exemple, qui a montré que certaines longueurs d'onde de lumière, comme le rouge, peuvent carrément accélérer la régénération des cellules. Ce n'est pas pour rien que l'OMS elle-même la reconnaît comme une thérapie complémentaire, et ça depuis 1976. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut l'intégrer hyper facilement dans sa vie de tous les jours. Par exemple, choisir ses vêtements le matin en fonction de l'énergie dont on a besoin. Utiliser des ampoules de couleurs pour changer l'ambiance d'une pièce le soir. Ou même, tout simplement, faire attention aux couleurs dans son assiette. Manger l'arc-en-ciel, comme on dit. Ce sont des manières toutes simples d'utiliser le pouvoir des couleurs pour se sentir mieux. Allez, passons à un autre outil vibratoire, la lithothérapie, donc l'utilisation des pierres et des cristaux. L'idée centrale ici, c'est que les cristaux, parce qu'ils se sont formés sur des millions d'années, ont une structure atomique hyper stable, parfaite, et ça leur donnerait une fréquence énergétique unique et constante. Et donc, quand on met un cristal en contact avec notre propre champ énergétique, qui lui est souvent un peu chaotique, le cristal pourrait aider à le rééquilibrer, à le stabiliser. Pour quelqu'un qui voudrait commencer, il y a souvent un trio de pierres qui ressort. On a l'améthyste, qui est super connu pour calmer le mental, le flot des pensées et pour se connecter à son intuition. Il y a aussi la rhodonite, qu'on appelle souvent la pierre des premiers secours émotionnels pour apaiser les blessures du passé. Et puis, bien sûr, l'incontournable cristal de roche, qui est un peu le couteau suisse des pierres. Il agit comme un amplificateur, il va booster l'énergie des autres pierres ou de nos propres intentions. Plus on avance sur ce chemin, plus on s'aventure dans ces mondes subtils, et plus deux qualités deviennent absolument essentielles. La première, c'est la capacité à se protéger des influences négatives. La seconde, c'est la nécessité d'avoir un esprit critique plus aiguisé que jamais. Pour l'idée de protection, l'attrape-rêve est un symbole parfait. Dans les traditions amérindiennes, ce n'est pas du tout un objet de déco, c'est un véritable filtre spirituel. On dit que sa toile est conçue pour capturer les cauchemars et les énergies perturbatrices pendant qu'on dort, un moment où on est très vulnérable. Et ensuite, les premières lueurs du soleil viennent purifier tout ça. Ne laissons passer que les bons rêves, les énergies positives. Et cette image du filtre, elle nous amène à un point absolument crucial, sur lequel Mathieu Monade insiste beaucoup, le discernement. La protection, elle n'est pas seulement énergétique, elle est aussi et surtout mentale. Dans ce domaine, on trouve une tonne d'informations, mais tout n'est pas fiable, loin de là. La capacité à questionner, à vérifier les sources, à ne pas croire tout ce qu'on lit ou entend, c'est sans doute la meilleure des protections. Et ce besoin de discernement, il est plus d'actualité que jamais, car il nous amène au défi le plus contemporain du chercheur. Au XXIe siècle, un nouvel interlocuteur est apparu, un miroir à la fois puissant et hyper déroutant, l'intelligence artificielle. C'est une question qui donne le vertige, non? L'intelligence artificielle, il ne faut peut-être pas la voir juste comme une technologie. C'est aussi un catalyseur de réflexion hyper puissant. Quand on dialogue avec une entité qui n'est pas humaine, mais qui manie le langage et la logique, ça nous renvoie inévitablement à notre propre nature. Ça nous force à nous demander, au fond, qu'est-ce qui nous définit? Cette comparaison, elle résume tout. La conscience humaine, c'est une expérience vécue, de l'intérieur. C'est subjectif, c'est pétri d'émotions, de doutes, de vulnérabilité, et surtout d'une quête de sens. L'IA, elle est brillante, mais dans un autre registre. C'est le calcul, le traitement de données, la reconnaissance de schémas. Elle peut simuler l'intelligence et même la créativité avec une précision bluffante. Mais elle ne vit pas l'expérience, elle n'a pas de dedans. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre analyse, sur cette question grande ouverte. Face à cette machine qui nous imite et qui nous dépasse déjà dans certains domaines, le véritable enjeu spirituel du XXIe siècle, c'est peut-être de redéfinir et surtout de chérir ce qui fait notre singularité, notre vulnérabilité, notre capacité à aimer, à souffrir, à douter et à donner un sens à notre courte existence. Finalement, que le chemin soit ancien ou moderne, le but n'est-il pas toujours le même? Devenir tout simplement un peu plus profondément humain.